Bonjour, je me nomme Tara Lafleur et cet après-midi, je vais présenter les résultats de notre étude la plus récente sur les communautés anglophones qui s'intitule Récit de diabète gestationnel chez les anglophones du Québec. Je veux remercier Tania d'avoir fait un petit survol de nos études, puis je vais ajouter un peu avec les travaux qu'on a fait récemment. La présentation d'aujourd'hui sera divisée en 4 sections principales, soit le contexte des anglophones au Québec, ainsi que nos études antérieures, la méthode, les résultats et pour terminer, les conclusions et les recommandations. Alors, je fais partie de l'équipe de Dr Nathalie Auger et nous sommes une équipe de santé, de surveillance de la santé de la population avec un double mandat. En premier lieu, nous sommes responsables des projets de surveillance de la santé maternelle et infantile au Québec. Entre autres, nous surveillons la santé des populations enceintes à l'aide de données administratives. On essaie de comprendre les besoins de santé de cette population et nous identifions des inégalités de santé émergentes. En deuxième lieu, on effectue des projets de recherche épidémiologique sur la santé maternelle et infantile. Si cela vous intéresse, vous trouverez sur la page web de notre équipe les détails sur les thématiques sur lesquelles nous travaillons, soit la santé maternelle et infantile, les anomalies congénitales, la procréation médicalement assistée et la santé des communautés linguistiques. Alors, je vais commencer avec le contexte. Alors, voici la distribution de la proportion des grossesses selon la langue maternelle au Québec entre la période de 2008 à 2020. Ces données nous proviennent du registre des événements démographiques du Québec. Alors, on peut observer que les francophones représentent 74 de toutes les grossesses de cette période. Les anglophones représentent 9 les allophones représentaient approximativement 16 des grossesses. Et finalement, il n'y avait pas d'informations sur la langue pour 1,3 des grossesses durant cette période. Alors, nos études antérieures suggèrent qu'il pourrait y avoir des disparités émergentes pour certaines complications de la grossesse chez les anglophones du Québec, soit pour les indicateurs de morti-naissance et de naissance prématurée. La morti-naissance se définit comme le décès du fœtus durant ou avant ou durant l'accouchement, tandis que la naissance prématurée est lorsqu'un nourrisson est né avant 37 semaines de gestation. Alors, la morti-naissance et la naissance prématurée sont des indicateurs très importants dans la santé maternelle. Alors, nos études antérieures démontrent un changement parmi le taux de morti-naissance et de naissance prématurée entre les anglophones et les francophones durant les 3 à 4 dernières décennies. Alors, dans les années 80 à 90, on peut observer que le taux de morti-naissance chez les anglophones était plus faible que chez les francophones. Cette tendance s'est maintenue jusqu'au 21e siècle où la tendance s'est inversée et le taux de morti-naissance des anglophones est devenu plus élevé que celle des francophones. On observe une évolution similaire pour le taux de naissance prématurée entre les anglophones et les francophones. Les anglophones avaient un taux plus faible de naissance prématurée durant les années 89 à 92. Ensuite, nous observons une augmentation de ce taux qui dépasse maintenant le taux de naissance prématurée des francophones. Oh, c'est un peu trop. Alors, nos études antérieures suggèrent donc que les issues défavorables de la grossesse, telles la morti-naissance et la naissance prématurée, deviennent des complications préoccupantes et émergentes chez les anglophones au Québec. Les complications de la grossesse peuvent être la cause de morbidité chez le fœtus. Et pour expliquer pourquoi les anglophones ont un taux plus élevé de morti-naissance et de naissance prématurée que les francophones. On a donc émis l'hypothèse que les anglophones avaient un risque plus élevé de diabète gestationnel comparativement aux francophones au Québec. Alors, l'objectif de notre étude était de déterminer si les anglophones du Québec présentaient un risque accru de diabète gestationnel au fil du temps par rapport aux francophones. Ceci nous mène à la méthode employée pour cette étude. Nous avons effectué une étude de cohorte rétrospective qui inclut 853 595 grossesses survenues entre 2008 et 2020 au Québec. Nous avons utilisé les données administratives qui proviennent du registre des événements démographiques du Québec et la maintenance et exploitation des données pour l'étude clientèle hospitalière.
La variable d'exposition était la langue maternelle autodéclarée au moment de la grossesse, soit l'anglais ou le français. On a exclu les autres langues ou les langues inconnues. La variable d'intérêt était le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel est une complication maternelle qui se définit comme une intolérance au glucose pendant la grossesse. Le diabète gestationnel est diagnostiqué à l'aide d'un test de dépistage qui est recommandé entre la 24e et 28e semaine de grossesse pour toutes les femmes enceintes. On a utilisé le code O24.8 de la CIM-10 afin d'identifier les cas de diabète gestationnel dans les données administratives. Nous avons mené des modèles d'analyse en utilisant la régression log binomiale ajustée pour les variables suivantes, soit l'âge maternel, le nombre de grossesses précédentes, les comorbidités de la grossesse qui comprend l'obésité, la dyslipidémie et l'hypertension artérielle préexistante. Nous avons également ajusté nos modèles pour le niveau d'éducation, le pays d'origine, la défavorisation matérielle, la région de résidence et la période de temps. On obtient donc, comme mesure d'association, un risque relatif et des intervalles de confiance à 95 pour estimer la relation entre la langue et le diabète gestationnel. Alors, avant de jeter un coup d'œil sur les résultats, voici une visualisation du risque relatif afin de bien interpréter nos résultats. Le risque relatif est une mesure statistique qui permet d'estimer la survenue d'un événement dans un groupe par rapport à un groupe de référence. Alors, dans l'étude actuelle, on compare le risque de diabète gestationnel chez les anglophones par rapport au risque de diabète gestationnel chez les francophones, soit notre groupe de référence. Si le risque relatif est inférieur à la valeur de 1, cela indique une diminution du risque, ce qui serait favorable pour les anglophones. Une valeur du risque relatif équivalente à 1 indique aucune différence entre le risque de diabète gestationnel entre les anglophones et les francophones. Et finalement, une valeur du risque relatif supérieure à la valeur de 1 indique une augmentation de risque qui serait défavorable pour les anglophones. Poursuivons avec nos résultats. Alors, au Québec, entre 2008 et 2020, il y a eu 92 190 grossesses chez les anglophones et 761 405 grossesses chez les francophones. Chez les anglophones, il y a eu 9 128 grossesses avec le diabète gestationnel et 61 000 chez les francophones. Cela représente une prévalence de diabète gestationnel de 99 pour 1000 grossesses chez les anglophones, comparativement à 81 pour 1000 grossesses chez les francophones. Par rapport aux francophones, les anglophones avaient un risque relatif de 1,07, ce qui représente un risque de diabète gestationnel plus élevé de 7 Alors ici, voici une visualisation graphique du taux de diabète gestationnel par année selon la langue maternelle. On distingue l'année civile sur l'axe des X et sur l'axe des Y. On a représenté le taux de diabète gestationnel qui est le nombre de cas de diabète gestationnel sur le nombre de grossesses pour cette année donnée, représenté sur un dénominateur de 1000. Sur la ligne jaune, on représente les anglophones et sur la ligne turquoise, on représente les francophones. Alors, entre 2008 et 2020, on observe que le taux de diabète gestationnel augmente au fil du temps chez les deux groupes linguistiques, alors chez les anglophones et les francophones. Et puis, on observe également que les anglophones ont un taux plus élevé de diabète gestationnel que les francophones à tout moment durant la période étudiée. Alors, ensuite, nous avons mesuré le risque de diabète gestationnel selon des caractéristiques maternelles distinctes afin d'identifier si certains groupes étaient plus à risque. Alors, les anglophones parmi les femmes âgées de moins de 25 ans, sans diplôme d'études secondaires, avec des favorisations matérielles et qui vivent en milieu rural avaient des risques de diabète gestationnel plus élevés que les francophones des mêmes sous-groupes. Alors, on observe que les risques relatifs se situent entre 1,31 et 1,73, ce qui représente un risque plus élevé de diabète gestationnel entre 31 à 73 selon les caractéristiques maternelles. Un petit rappel que le risque relatif chez tous les anglophones, peu importe leurs caractéristiques, était de 1,07. Alors, ces résultats suggèrent donc que le risque de diabète gestationnel sont beaucoup plus élevés sous les sous-groupes anglophones qu'on considère désavantagés, mais que cet effet a été masqué lorsqu'on considère la communauté anglophone dans son ensemble.
Alors ensuite, nous voulions regarder si le taux de diabète gestationnel augmente au fil du temps parmi ces sous-groupes à risque. Alors, pour commencer, on a mesuré le risque de diabète gestationnel parmi les femmes âgées de moins de 25 ans. On porte attention ici que le risque relatif augmente. Il est placé sur l'axe des X lorsqu'on se déplace vers la droite. Sur l'axe des Y, on a les deux groupes linguistiques, soit les francophones dans la partie supérieure de la figure et les anglophones dans la partie inférieure. Notre période de référence elle est entre 2008 et 2011 et se trouve vers le haut de l'axe des Y. Et lorsqu'on se déplace vers le bas, ceci progresse jusqu'à la période la plus récente, soit entre 2016 et 2020. Alors, chez les francophones, on observe que le risque de diabète gestationnel augmente jusqu'à 2,1 fois au fil des années comparativement à la période de 2008 à 2011, tandis que parmi les femmes anglophones, le risque de diabète gestationnel est encore plus grand, soit jusqu'à 2,85 fois plus élevé que les francophones en 2008-2011. Alors, ces résultats suggèrent que chez les femmes âgées de moins de 25 ans, le risque de diabète gestationnel augmente chez les deux groupes linguistiques, mais que l'augmentation est beaucoup plus importante chez les anglophones que chez les francophones. On a effectué le même type d'analyse, mais cette fois-ci parmi les femmes sans diplôme d'études secondaires et on observe une distribution similaire parmi ces sous-groupes. Chez les francophones, le risque de diabète gestationnel augmente jusqu'à 1,82 fois au fil des années et jusqu'à 2,72 fois chez les anglophones. Alors, le risque de diabète gestationnel chez les anglophones sans diplôme d'études secondaires est plus élevé que celui des francophones sans diplôme d'études secondaires. De plus, on observe la même tendance parmi les femmes défavorisées sur le plan matériel. Chez les francophones, le risque de diabète gestationnel augmente jusqu'à 1,8 fois au fil des années et jusqu'à 2,36 fois chez les anglophones. Finalement, parmi les femmes en milieu rural, on observe la plus grande augmentation de risque de diabète gestationnel. Chez les francophones, on observe que le risque de diabète gestationnel augmente jusqu'à 1,94 fois au fil des années comparativement à la période de 2008 à 2011, tandis que parmi les femmes anglophones, le risque de diabète gestationnel augmente jusqu'à 3,22 fois pour la période la plus récente comparativement aux francophones en 2008-2011. Alors, le risque de diabète gestationnel augmente de façon importante parmi les deux groupes linguistiques. Cependant, chez les anglophones qui vivent en milieu rural, il y a une augmentation importante du risque du diabète gestationnel comparativement aux francophones qui vivent en milieu rural. Alors, ceci nous mène aux conclusions de notre étude. Nous avons déterminé que les anglophones ont un risque plus élevé de diabète gestationnel que les francophones. Le risque de diabète gestationnel augmente au fil du temps, surtout chez les communautés anglophones, et que finalement, l'augmentation du risque de diabète gestationnel chez les anglophones est particulièrement marquée parmi les sous-groupes défavorisés. Alors, les recommandations suggérées suite à nos constats comprennent d'offrir des informations supplémentaires concernant le diabète gestationnel aux anglophones, l'adoption des habitudes de vie saines comme l'activité physique et la nutrition lors de la grossesse. Nous suggérons également d'améliorer l'accès à des cliniques à haut risque aux femmes anglophones défavorisées, particulièrement parmi les femmes âgées de moins de 25 ans, sans diplôme d'études secondaires, défavorisées matériellement ou qui vivent en milieu rural. L'étude présentée comporte quelques limites, notamment que les tests de dépistage et critères du diagnostic du diabète gestationnel ont changé au fil du temps. Alors, les modifications entraînent une diminution de la capacité à détecter les cas de diabète gestationnel. L'augmentation du risque de diabète gestationnel chez les anglophones est potentiellement plus importante que ce que nous avons pu observer dans notre étude. En deuxième lieu, nous n'avons pas pu tenir compte des revenus et du statut de l'emploi au niveau individuel. Et finalement, certaines données pertinentes dans le contexte du diabète gestationnel sont présentement non disponibles parmi les données administratives, telles que le gain de poids durant la grossesse, la gestion du contrôle de la glycémie par médicament, par exemple. Alors, pour terminer, je voudrais remercier les sources de financement du projet, de ce projet, soit Dialogue McGill via Santé Canada, les fonds de recherche du Québec Santé, et je tiens tout particulièrement à remercier le réseau de recherche sur les communautés québécoises d'expression anglaise de l'Université Concordia pour avoir financé ma participation et m'avoir permis de partager avec vous nos résultats aujourd'hui.
Alors, merci beaucoup.